19h45, la barrière bonsoir, monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 12 octobre 2021. Ce soir, sur ce plateau, Aliou Oumarou, il est le président du Conseil national de la jeunesse. Il a été à Montpellier, c'est en France où il a participé au sommet Afrique-France. Aliou Oumarou, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. On parlera de ce sommet Afrique-France. En attendant, suivant le déroulé de l'actualité de cette journée, je débute avec ce communiqué de presse du CSC. En application des dispositions de l'article 17 de la loi 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle. Le Conseil supérieur de la communication a rendu public le 4 mars 2021 un communiqué invitant les responsables des radios et télévisions privées et communautaires à déposer des demandes de renouvellement des autorisations et leurs organes de décision de communication audiovisuelle. À la date du 23 août 2021, la quasi-totalité des médias ont effectivement déposé leurs demandes de renouvellement auprès du président du Conseil supérieur de la communication. Le Conseil supérieur de la communication porte à la connaissance des responsables des médias que le renouvellement des autorisations n'est ni automatique ni de plein droit. Il s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi 2018-23 subvisée des articles 10, 23 et 27 de la délibération numéro 07/CSC du 10 septembre 2021 déterminant les modalités de création, d'installation et d'exploitation d'un organe d'édition de presse de communication audiovisuelle privée et aux obligations prescrites dans les cahiers de charges des médias. C'est pourquoi, pour satisfaire aux exigences des dispositions des textes visés, le Conseil supérieur de la communication procédera incessamment au contrôle de conformité technique et au suivi de la mise en œuvre des cahiers de charges. Les demandes de renouvellement ne seront examinées qu'à l'issue du contrôle. Le Conseil supérieur de la communication invite par conséquent tous les médias à prendre les dispositions idoines à cet effet. Fait à Niamey le 12 octobre 2021, le président du CSC, Dr Sani Kabir. Cela dit, l'hôtel Terminus de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un atelier national de validation de rapport national d'auto-évaluation de la gouvernance au Niger. L'atelier durera 2 jours. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture, c'est avec Nafissa Touzakou, sur les images d'Ibrahim Abdou. Organisé par la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs CNG-MAEB, ce présent atelier national de validation du rapport national d'auto-évaluation de la gouvernance au Niger constitue une étape majeure du processus de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Niger. Le présent atelier de rapport est une résultante de beaucoup de travaux qui ont été conduits en amont, notamment l'élaboration des rapports thématiques. Et comme vous le savez, donc le MAEP, c'est 4 thématiques. C'est la démocratie et la gouvernance politique, d'une part, la gouvernance économique et les finances publiques, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique. Donc, chacune de ces 4 thématiques a fait l'objet d'un rapport qui a été... ces 4 rapports ont été validés en atelier au niveau national, d'abord au niveau régional, puisque nous avons conduit les études sur le terrain, au niveau régional, ensuite au niveau national. Donc les 4 thématiques ont été validées. C'est après cette validation donc, que nous avons engagé le processus du présent rapport qui fait l'objet de l'atelier, qui est un rapport de synthèse. Après cet atelier, après la validation de notre rapport d'auto-évaluation, nous allons soumettre ce même rapport au niveau continental. Et le niveau continental du MAEP va engager le processus de l'évaluation externe du Niger. Donc le MAEP va engager des experts sous la conduite d'une panéliste. Les panélistes, c'est des professeurs d'université qui viennent de façon assez objective conduire
les études. Plusieurs travaux sont au menu de cette rencontre, a souligné le directeur de cabinet adjoint en seconde du président de la République, également point focal national du MAEP. Au cours du présent atelier, vous aurez à examiner et valider alternativement en groupe et en plénière les rapports nationaux d'auto-évaluation. Vous aurez aussi à passer au peigne fin les recommandations bâties sur l'analyse diagnostique de nos experts. Recommandations qui ont à leur tour servi de socle pour proposer un plan d'action que vous aurez à apprécier et améliorer sur la base des préoccupations et aspirations de notre peuple. Retenons qu'au cours de cet atelier qui durera 2 jours, les participants auront à échanger sur plusieurs sujets afin d'améliorer les rapports de synthèse d'auto-évaluation aussi bien dans sa forme que dans son fond et de décliner un plan d'action qui permettra au Niger de combler les divers défis à relever. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Jibo, a lancé ce matin à l'hôtel Bravia le programme de master de l'hydrogène vert du programme Wascal. L'initiative de ce programme est soutenue par le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche et de ses partenaires de la CEDEAO. Nafissatou Yahya Sadodomi. Cette cérémonie marque le lancement officiel du programme de master international sur les technologies de l'hydrogène vert du programme Wascal. En effet, ce programme régional de formation vise à affirmer la volonté de l'Afrique de l'Ouest à se positionner comme un pionnier dans la technologie de l'hydrogène vert. La région ouest-africaine est confrontée à plusieurs défis critiques liés à son secteur énergétique, tels que l'accès à l'énergie, la sécurité énergétique, et l'utilisation non durable de ressources en bois. Le principal défi reste de savoir comment satisfaire cette demande croissante en énergie sans exacerber les problèmes sociaux, économiques et environnementaux observés. De ce fait, les autorités universitaires de l'UAM que nous représentons, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'engage à soutenir le programme Wascal en général et en particulier le centre Wascal en changement climatique et énergie que nous hébergeons dans toutes les phases du nouveau programme sur les technologies d'hydrogène vert. Occasion pour l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne de rappeler tout l'intérêt de son pays à accompagner les États de l'Afrique de l'Ouest pour ce programme. On a regardé un peu partout dans le monde quels seront les partenaires dans l'avenir pour l'hydrogène et surtout pour l'hydrogène vert. Et on a remarqué le potentiel du soleil dans l'Afrique de l'Ouest est énorme. En même temps, l'intégration politique des pays ouest-africains est très très intense. Avec cette combinaison-là, on a le soleil, on a l'eau aussi, quand on pense à la Guinée par exemple, et une intégration politique qui est impérative pour la bonne coopération dans l'utilisation et dans la production de cette ressource. Un autre facteur dans ces considérations, c'est que nous voyons qu'il y a une jeunesse très curieuse ici en Afrique de l'Ouest. En lançant ce programme, le ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé combien cette initiative va renforcer le Niger et la sous-région en matière de gestion durable de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Le Niger, à travers son architecture institutionnelle, a déjà montré la voie en créant un ministère de l'énergie et des énergies renouvelables. Je pense qu'à partir de cette structure, l'engagement du Niger ne fait plus de doute. Donc, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur de la Niger et de la Recherche, le gouvernement du Niger s'engage à soutenir l'initiative de Wascal et de l'UAM dans toutes les phases du développement du programme d'hydrogène. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et de M. le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, chef du gouvernement, saisir l'occasion de la présente cérémonie pour remercier le ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche pour le financement du programme sur l'hydrogène vert
au Niger et dans les autres pays membres de la CEDEAO. Pour rappel, ce programme va offrir une bourse complète aux candidats retenus des pays membres de la CEDEAO. Sa durée est de 28 mois maximum, 4 mois de formation linguistique en anglais pour les étudiants francophones et français pour les anglophones. Cette année, le thème de célébration de la Journée internationale de la jeune fille et génération numérique, notre génération. Elles sont de plus en plus nombreuses, les jeunes filles et les jeunes femmes qui s'intéressent au métier du numérique. Le studio Kalangu est allé à la recherche de Abdou Aliou Cherifatou. Elle est l'une d'entre elles, étudiante dans ce domaine. Elle a déjà une application à son actif. Cherifatou est au micro du studio Kalangu. C'est un ami qui m'a demandé de lui faire une application pour pouvoir gérer son entreprise. C'est une application de gestion de stock et de facturation, c'est-à-dire une application qui a pour but de gérer le stock d'une entreprise, plus précisément une petite entreprise. Donc on peut gérer le stock, donc ajouter de nouveaux produits. Vraiment, c'est un plaisir pour moi déjà d'être une des filles, des rares filles qui prennent comme ambition de faire de l'informatique et surtout à ce moment où on juge que l'informatique c'est pour les hommes, alors que c'est pour eux. Je peux dire que c'est même plus pratique pour une femme parce que tu peux rester à la maison et coder sans pour autant te rendre au service ou bien. Donc tu peux gérer ton travail et la maison vraiment. Le vendredi 8 octobre dernier, la maison d'arrêt de Niamey a organisé des activités culturelles et sportives destinées aux détenus en prélude de la 19e journée mondiale contre la peine de mort célébrée le 10 octobre de chaque année. Des détails avec le régisseur de la maison d'arrêt de Niamey et le président de la coalition nigérienne contre la peine de mort dans cet élément du studio Kalangu. L'initiative est partie de l'ONG Reprodem. Nous avons échangé avec les partenaires et voilà les résultats. Je rappelle qu'au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, ou en particulier dans tous les établissements du Niger, nous n'avons pas de couloir de la mort. Je pense que la dernière exécution date du 21 avril 1976. Par contre, au Niger, même si la peine de mort est prononcée, en tout cas, elle n'est pas exécutée ou elle n'est pas exécutoire. Dans tous les cas, le président de la République, chaque année, sur proposition du ministère de la Justice, signe des décrets de remise gracieuse où ceux-là qui sont condamnés à mort peuvent bénéficier d'une commutation de leur peine. Donc, vous avez des détenus qui sont condamnés à la mort, qui voient leur peine commuée à la condamnation à vie. De la condamnation à vie, les détenus dont la peine aussi est commuée du moins à 30 ans. Et je peux vous donner l'exemple des détenus qui sont là aujourd'hui à la maison d'arrêt de Niamey, qui étaient dans un premier temps condamnés à mort, la peine a été commuée à vie, ensuite à 30 ans. Dans 2 ans, ils vont quitter la prison. Ils ont passé 28 ans à la maison d'arrêt de Niamey. Ce qui nous manque, c'est les infrastructures. Vous savez, cette prison a été construite dans les années 1947. À l'époque, peut-être que la population de Niamey ne faisait pas 200 000 habitants. Nous avons un problème d'infrastructure. Et je pense qu'avec les réformes, d'ailleurs, il y a le ministère de la Justice est en train de construire une nouvelle maison d'arrêt d'une capacité, je crois bien, de 1500 détenus et avec toutes les infrastructures qui répondent aux normes internationales. Le spectacle que vous venez de voir montre à quel point nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous devons songer à ce genre d'initiatives sportives, culturelles qui constituent des activités récréatives pour les détenus. C'est des gens qui sont entre les quatre murs. C'est des gens qui, les parents, ont d'autres idées. C'est des gens ceux qui ne visitent pas les maisons d'arrêt pensent une autre chose. Alors nous sommes venus pour sonner le glas, pour respecter la Constitution du Niger, octroyer la liberté culturelle et sportive aux détenus, comme l'avait bien témoigné la loi 2017.
Voilà, je l'ai lancé en début de cette édition sur ce plateau. Aliou Oumarou, il est le président du Conseil national de la jeunesse. Le 8 octobre dernier, vous avez pris part au 28e sommet Afrique-France. Alors, on va d'abord parler de la particularité de ce sommet. On a constaté en lieu et place des chefs d'État, ce sont des jeunes, des structures de la société civile qui sont invités à ce sommet. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle initiative du président français? Merci pour cette occasion que vous m'offrez sur ce beau plateau de la télévision Labari. Effectivement, nous avons été invités par le secrétaire général du nouveau sommet Afrique-France le 12 août dernier. Et la première précision, c'est que j'ai été invité en tant que Aliou Oumarou, ainsi que tous les autres 23 membres de la délégation du Niger ont été invités individuellement. Des chercheurs, des artistes, beaucoup d'entrepreneurs, des sportifs, bref. Et je me suis permis de vous laisser une copie de la lettre d'invitation. C'est la personne de Aliou qui est invitée par le président du Conseil national de la jeunesse. Partant de là, donc il n'y avait pas de délégation officielle. Pourquoi? Parce qu'on parle de délégation officielle lorsque l'ambassade de France au Niger écrit aux affaires étrangères et que les structures concernées sont identifiées et que des personnes sont désignées. En ce moment, c'est une délégation officielle. Donc, ce n'était pas une question de délégation officielle. Chacun, en fonction de son profil, a été invité directement. Donc, effectivement, ce nouveau sommet Afrique-France que nous saluons, pour la simple raison que le dernier sommet de Bamako, sommet France-Afrique, auquel j'ai eu la chance de prendre part, je peux vous assurer qu'à l'époque, j'étais vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse, mais nous avons tout fait à Bamako pour avoir la parole devant les chefs d'État africains. L'organisation a été catégorique. On n'a donné la parole à aucun jeune. Donc pour nous, nous retrouver à Montpellier était une occasion en or pour faire part de notre position ferme vis-à-vis de la politique française en Afrique, et particulièrement de notre pays, le Niger, que je connais très bien. Donc nous avons été, notre première surprise, c'est que parmi les cinquantaines de délégations, puisque ce n'est pas un sommet avec l'Afrique de l'Ouest, ou avec l'UEMOA, ou avec le G5. Président, avant d'en arriver là, j'ai d'abord de poser la question, comment vous avez trouvé le changement de donne? Avant, c'était non, mais écoutez, le changement était là. Voilà. Le changement, avant, c'était avec les chefs d'État. Actuellement, c'est avec la société civile, pas seulement les jeunes. Il y avait d'ailleurs plus d'entrepreneurs que de jeunes. Voilà. Et moi, je n'ai pas vu, par exemple, un seul président du Conseil national de la jeunesse invité. Donc, officiellement, aucun. OK? Donc, ils ont invité les gens. Pour nous, le format était bien parce que ça allait nous permettre de dire tout ce qu'on pense, tout ce que nos chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas dire haut et fort. Nous allons le faire parce qu'on n'était pas liés à quoi que ce soit, on n'était pas liés à aucun accord. Mais notre surprise, c'est que dans les plus de 50 délégations, c'est-à-dire que dans les 3000 participants qui sont arrivés à Montpellier le 7 octobre, parce que le sommet c'était le 8 octobre, il y avait parmi ces délégations aucune personne à qui la parole a été donnée. Aucune personne. Quand on nous a parlé de ces séances plénières qui allaient commencer le 8 à 15h, pour nous, dans la salle, Emmanuel Macron allait se poser et que les organisations ou les leaders étant présents dans cette salle allaient avoir la parole. Même si on ne donne pas la parole à chaque pays, au moins, certains allaient être identifiés. Mais cela n'a pas été le cas. Et notre surprise, c'est qu'on s'est rendu compte que les 11 jeunes qui ont été identifiés, sur quelle base, je ne saurais vous donner la réponse parce que je ne suis pas membre du comité d'organisation, aucun ne faisait partie des délégations qui ont quitté les pays. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont travaillé avec l'Élysée. Et vous avez vu peut-être les derniers jours, ce qu'on a montré, que le mardi, donc avant le sommet, qu'il y a eu une rencontre, effectivement, entre le président Macron et ces jeunes, soit disant qu'à cette rencontre, il a été demandé aux jeunes qu'il n'y ait pas de retenue, qu'ils parlent sans filtre. Je ne saurais confirmer ou infirmer ce qui a été dit. Mais ce qui est sûr, il faut que d'abord nos compatriotes comprennent que le Niger n'a pas parlé, mais je ne sais pas, 40 autres pays de l'Afrique n'ont pas eu droit à la parole.
Simplement parce qu'il y avait une organisation en amont. Donc je peux dire que nous, on était devant le fait accompli, mais on a voulu être là-bas. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un t'invite, quand tu réponds, ce n'est pas parce que tu es d'accord avec la personne. Je pense que si vous regardez dans les archives de la télé Labari, particulièrement, parce que lorsque nous avons perdu 2 braves Nigériens à Kouré, il vous souviendra, avec l'ONG Acted, lorsque le Quai d'Orsay avait mis le Niger dans la zone rouge, nous étions sortis pour faire part de notre ras-le-bol de la France vis-à-vis et à nos autorités vis-à-vis des pays africains. Et ça, on l'assume pleinement. Et des gens pensent qu'ils ont coopté des personnes pour aller les amadouer. Loin de là, c'était une organisation hyper nulle. Je m'explique, on était arrivé à Montpellier, il n'y avait personne pour accueillir les délégations. Moi, j'ai vu des Ivoiriens, des Maliens qui n'avaient même pas à manger. Notre délégation, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer certains. Même les gens sont partis avec du CFA, ils n'avaient même pas 1 franc pour dîner. Et heureusement, avec la solidarité africaine et nigérienne, on s'est très bien géré. Nous avons voulu avoir la parole pour dire notre acharnement, mais dans le respect. Parce que, attention, crier ne veut pas dire qu'on est fort. Être silencieux ne veut pas dire aussi qu'on est faible. On peut dire la vérité à qui que ce soit le président Macron, je ne sais pas, le président russe ou d'autres présidents, on peut leur dire toutes les vérités, mais dans le respect. Et c'est là que j'invite notre jeunesse africaine, d'abord, à faire des débats très responsables, à les faire dans le respect total. Un chef d'État, peu importe du pays où il vient, mérite respect et considération. Donc vous pouvez leur dire tout ce que vous pensez, mais dans le respect. Et j'aimerais aussi, avec votre permission, que les gens comprennent que l'Afrique n'a pas de problème seulement avec la France. L'Afrique a aussi des partenariats avec la Chine, avec le Japon, avec les États-Unis, avec la Russie. Il y a le même sommet Russie-Afrique. Il y a le même sommet Chine-Afrique. Donc il faut que nous soutenons nos chefs d'État et de gouvernement. Parce qu'ils ne s'en sortiront pas seuls. Je vais vous donner un exemple. Quand vous dites par exemple à Macron, on ne veut plus de vos bases militaires dans nos pays. Et qu'il vous réponde, écoutez, moi-même je ne veux pas de base militaire chez vous, mais c'est votre chef d'État qui me le demande. Toi, jeune leader, quelle sera ta réaction? Donc il faudrait que les jeunes se préparent pour affronter la question du CFA par exemple, qui nous empêche de dormir. Comment un pays indépendant n'a pas sa propre monnaie? Mais c'est inadmissible, tous ces pays francophones qui sont dans la zone CFA, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique centrale, mais c'est inadmissible. Mais quand Macron répond, écoutez, nous on a voulu se débarrasser, mais c'est vos chefs d'État. Donc il faut que notre jeunesse, qui est une richesse pour le continent, comprenne que nos chefs d'État à eux seuls ne s'en sortiront pas. Il faudrait que nous les soutenions pour qu'ils puissent faire face à ces colons qui ont oublié quelque chose. C'est que nous, notre génération, malheureusement pour eux, n'a pas vécu les périodes coloniales. Donc on ne peut pas avoir le même comportement que nos aînés. Et c'est là que je félicite très sincèrement le président Nuhu Arzika, que je suis vu sur ce même plateau, qui a dit sa part de vérité. Parce que des gens disaient, mais pourquoi le Niger n'a pas parlé? Si on avait la force, on allait parler. Mais attends, c'était un sommet très responsable où on ne s'est pas pour aller arracher la parole devant un chef d'État. Donc, en résumé, c'est 11 jeunes qui ont intervenu. 11 jeunes, ils ont été mis 11 jeunes qui ont été préparés. Sur quelle base? Je ne saurais vous le dire. Parce que nous, les délégations qui étions arrivées le 7, parmi les délégations, on était plus de 3000 dans la salle. On a donné la parole à personne. Parce que la maquette du format était déjà là. Mais ce qui était bien, c'est que dans la matinée, parce qu'il faut rappeler que le sommet qui a été diffusé en direct sur les médias internationaux a commencé à 15h30 le vendredi. Mais avant, le président Macron était là déjà à midi, sur plusieurs panels, parce qu'il y avait plusieurs panels. À ces panels, nous, on a eu l'occasion de parler avec lui. Et là, c'était intéressant, parce qu'il y avait aussi des activités sportives où il a pris part, il y avait des activités culturelles où il a pris part avant le sommet de l'après-midi. Maintenant, quand quelqu'un reste à Niamey pour écrire ce qui se passe à Montpellier sans avoir un correspondant, alors là, c'est grave. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, avec vos confrères de Canal 3 Niger, de faire des interviews. J'ai eu la chance avec votre confrère de Studio Kalangou de faire une émission tous à la FADA à Montpellier. Donc tout ce qu'on pense on l'a dit. Et
Moi, je veux quand même rappeler quelque chose d'important. En 2013 déjà, je fais partie de l'un des rares jeunes du Niger à prendre part au sommet et à la rencontre PIPA. PIPA, c'est un programme d'invitation des personnalités d'avenir qu'organise le Quai d'Orsay. 2013, j'y étais. Mais, mon cher, cela n'a changé en rien. Moi, mon comportement, mon attitude vis-à-vis de la France. Mieux, pour vous dire, étant président du Conseil national de la jeunesse, en 2 mandats, on n'a jamais cherché à avoir 1 euro de l'ambassade de France. Je peux défier n'importe qui. Je le dis sur une chaîne de télévision. Donc, il faut qu'on arrête de mettre du sentiment dans des débats importants. Il faut qu'on arrête de mettre de l'émotion dans les débats. C'est plus important que ce qu'on peut imaginer. Nous, on veut que l'Afrique soit déchaînée. On veut que nos chefs d'État soient libres et ils ne les seront pas seuls. Il faudrait que la jeunesse nigérienne et africaine, qui constitue plus de 50% de la population africaine, s'élève en toute responsabilité. C'est comme ça que les choses vont changer. Mais la France va continuer à défendre ses intérêts. La France va continuer à chercher des alliés. Mais pendant qu'elle cherche des alliés, est-ce qu'elle nous empêche, nous, de nous organiser? Est-ce qu'elle nous empêche, nous, d'avoir des alliés? C'est là qu'on doit mener le débat. L'Afrique a beaucoup de richesses, mais on pense que si aujourd'hui on a des maux de tête, c'est parce que la France n'a pas fait quelque chose. Alors même que dans nos pays, souvent la dictature, la mauvaise gouvernance, l'injustice sociale et tout, c'est extrêmement grave. Donc il faut que nous, en tant que leaders de jeunesse, que nous continuions le combat, de sensibiliser notre jeunesse pour qu'elle comprenne qu'elle a un rôle extrêmement important à jouer. Il ne s'agit pas de passer leur temps à se vilipender sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. On doit s'organiser. C'est ce qui manque à l'Afrique, s'organiser. On doit s'organiser parce qu'on a un ennemi commun. Ce n'est pas seulement la France, c'est l'Occident. Dans son ensemble, qu'il faut réfléchir à voir comment tirer notre épingle du jeu. On veut un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat sincère. Ça veut dire que demain, si le Niger veut signer un contrat avec, je ne sais pas, la Bulgarie, la Russie, l'Indonésie, le Niger n'aura pas de compte à rendre à qui que ce soit. Que ce soit la France, les États-Unis ou un autre pays, le Niger n'a pas de compte à rendre. Président, parlons de ce sommet-là. Si vous avez eu la chance, ce jour-là, le 8 octobre dernier, d'être devant Macron, de lui poser les questions, quelles seront vos préoccupations? Je pense que si j'avais eu la chance de parler à Macron, parce que lui, dans son intervention, il parle de fond de démocratie. On n'a pas besoin de fonds de démocratie. Pourquoi on n'en a pas besoin? Quand quelqu'un met de l'argent pour dire que c'est pour la démocratie, il ne parle pas des critères pour accéder à ces fonds. Donc ce que nous voulons, c'est d'abord une démocratie à l'africaine, pas à la française. On ne veut pas. On ne veut pas. Angela Merkel a fait plus de 15 ans. Ça n'a pas été un problème. Pourquoi, quand en Afrique, un peuple décide que le président fasse 5 mandats, c'est un problème pour la France ou pour l'Occident? Donc on veut que les Africains décident d'eux-mêmes de comment ils veulent façonner leur démocratie. Je vais dire à Macron, la question la question de monnaie. Vous pensez que c'est normal que nos ressources continuent à être logées chez vous? Je vais lui demander, est-ce que selon lui c'est normal, par exemple, que des militaires français viennent mourir en Afrique? Moi, je préfère voir des Algériens, des Tchadiens mourir à Terra, mourir à Difa, parce que nous sommes intimement liés. Mais quand c'est eux, ce que nous voulons d'eux, c'est que nos armées soient formées, que nos armées soient équipées. Il y a utilisation disproportionnée d'armes. Allez-y dans la région de Tillabéri. Les terroristes ont des RPG, mais c'est inadmissible. Jamais des terroristes n'ont été équipés comme ceux que nous voyons dans le Sahel. Mais qui les équipe? Parce qu'en tout cas en Afrique, on n'a pas d'industrie d'armes. Qui les équipe? Donc c'est là qu'ils interviennent. On a besoin d'éducation. Regardez, on souffre. Le Niger, c'est l'un des pays qui traîne encore parce que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Comment les gens vont aller à l'école s'il y a l'insécurité? J'allais lui dire, mais écoutez, actuellement, le président Bazoum a pris un engagement qu'il a honoré. Les déplacés internes là, ont regagné leur localité. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces déplacés internes de Difa, de Tillabéri puissent vivre en toute quiétude? C'est de ça qu'on a besoin. Mais question de AFD, la Burkinabé lui a dit, on ne développe pas quelqu'un. On ne peut pas développer quelqu'un. Vous accompagnez la personne à s'auto-développer. Mais quand les Occidentaux pensent, et que nous-mêmes, on pense qu'ils peuvent nous développer,
il y a une erreur monumentale. Et je pense sincèrement que ce sommet va continuer parce que, en tout cas, les jeunes ne l'ont pas raté. Même si c'était monté d'avance, les jeunes ne l'ont pas raté. Est-ce que vous pensez que ce genre de sommet peut porter un plus dans le développement de l'Afrique? Moi, je pense que ce genre de sommet ne doivent même pas exister. Ce qui doit se faire, c'est que nos chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine doivent continuer à créer ce genre de cadre pour parler avec leur jeunesse. C'est extrêmement important. Ce n'est pas, moi, je n'attends pas que la France ou le président Macron règle les problèmes de l'Afrique, encore moins les problèmes du Niger. Si les gens pensent que c'est un autre problème, alors on doit se poser les bonnes questions. Nos problèmes, nous devons nous-mêmes les gérer. Les problèmes africains, solutions africaines. Mais si on continue à penser que tous les maux qui minent notre société viennent de l'Occident, mais on ne s'en sortira pas. Ils ont un taux de chômage extraordinaire. Si on ne fait rien, c'est que bientôt, c'est l'Europe qui va migrer vers l'Afrique et ils vont continuer à nous bouffer. Donc il faut que nos chefs d'État soient unis. Il faudrait que les Africains se parlent entre eux. Regarde, il y a beaucoup de pays africains qui ont fait connaissance à Montpellier. Mais ce n'est pas normal. On doit ouvrir nos frontières. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, quand vous avez le visa Schengen, vous allez faire l'espace UEMOA sans problème, sans contrôle? Mais avec ta pièce d'identité du Niger, essaye d'aller au Burkina, essaye d'aller au Mali. On va tellement te raqueter que tu vas avoir honte d'être de la CEDEAO. Alors même qu'on considère que la CEDEAO, c'est l'une des meilleures intégrations de l'Afrique. Mais le bas blesse. Est-ce que ça, c'est un problème de la France? Lorsque des forces de défense et de sécurité raquettent nos populations qui partent dans les marchés hebdomadaires, est-ce que c'est la faute à l'Europe ou à la France? Donc on a tellement de problèmes chez nous. Nous devons les régler entre nous. Et la discipline doit régner. Moi, je m'inquiète. Le tissu social est en train de se déchirer. Les jeunes n'ont aucun respect pour les aînés. Où est-ce qu'on va? Est-ce que tu penses qu'on peut évoluer dans l'indiscipline? Non, non. Ce n'est pas parce que tu n'insultes pas que tu n'es pas fort. Un général de l'armée nigérienne m'a dit, attention, le roi de la jungle, ce n'est pas le lion. Il dit attention à l'éléphant. Ce n'est pas parce que le lion rougit, le lion attaque qu'il est plus fort. L'éléphant, la force tranquille, elle est là-bas. Donc il faut que notre jeunesse africaine puisse se comporter en éléphant. C'est comme ça qu'on va s'en sortir et tourner la page de ces histoires de sommets. J'ai vu comment les gens se sont pris à certains qui ont représenté le Niger. Non, tu peux aller à Montpellier dire merde d'entre griffes à qui que ce soit. Dire que tu n'es pas d'accord avec leur façon de faire dans vos pays. Et c'était ça notre intention. Bon, malheureusement, on n'a pas eu droit à la parole, tout comme aucun membre d'une délégation n'a eu droit à la parole. Président, pour finir avec cet entretien, une dernière question. À quand les élections pour un nouveau bureau à la tête du CNJ? Écoutez, je pense qu'il y a 2 semaines, nous avons tenu un point de presse. Au cours duquel nous avons invité toutes les organisations de jeunesse en présence de la tutelle, donc le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Conseil national de la jeunesse n'est pas un syndicat des jeunes, c'est un organe consultatif créé par décret 2015-545. Ok? Nous avons d'une part présenté le décret pour que les gens se désillusionnent et qu'ils comprennent que le renouvellement, le processus de renouvellement qui commence d'abord dans les communes, ensuite les départements, puis les régions et enfin le national, ce processus est convoqué et conduit par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça a été très clair. Pas Ali Oumarou. Ali Oumarou a quel pouvoir à côté d'un décret pris en Conseil des ministres? Je suis trop petit et je ne veux même pas avoir cette force. Si j'ai cette force, mais je vais faire en sorte que les bourses soient payées tout de suite. Je vais faire en sorte qu'aucun étudiant ne souffre de quoi que ce soit. Mais je n'ai pas cette force. Mais notre jeunesse, on doit s'organiser pour rendre le Conseil très fort. On ne doit pas l'affaiblir. Parce que déjà, c'est l'un des rares organes créés par l'État qui ne dispose d'aucun moyen. Et je l'ai dit à ce point de presse. Donc voilà, ce qui nous divise, pour moi, ce n'est pas important. La jeunesse nigérienne, moi, je compte sur elle pour s'unir davantage parce qu'on a les mêmes problèmes. On doit les régler ensemble. Merci Ali Oumarou. Je rappelle que vous êtes le président du CNJ, le Conseil national de la jeunesse. C'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Lavari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.